Bonjour! Aujourd'hui, je me suis décidée à me lancer sur une chaîne YouTube qui sera vraiment spécialisée sur la PMA, la procréation médicalement assistée, parce que tout simplement j'y suis avec mon conjoint depuis un peu plus d'un an et que avant de rentrer dans tout ce processus, j'ai beaucoup cherché à m'informer, je pense comme n'importe quelle femme qui rentrerait dans ce processus-là. Notamment, j'ai cherché à m'informer sur YouTube parce que c'est une plateforme que moi j'affectionne beaucoup et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de vide sur ce thème sur YouTube. Je suis juste là pour expliquer l'histoire de mon couple, donc de moi et de mon conjoint, comment moi je le ressens, comment je le vis, comment c'est pour moi et pour mon couple. Chaque cas et chaque corps est différent. Donc c'est vraiment juste pour voilà, pour donner un son de cloche. Maintenant, votre histoire et vos questionnements, vos doutes seront peut-être différents des miens. Donc il faut prendre ce que je vais dire avec du recul. Et encore une fois, c'est mon expérience personnelle. Donc, ce qu'il faut savoir, entre guillemets, c'est que maintenant, je suis en PMA depuis le mois de février 2020. Donc, juste avant le premier confinement, nous devions donc rentrer avec mon compagnon en PMA. Pourquoi? Alors, nous, on a commencé à vouloir un enfant un petit peu avant l'année 2018. On en a parlé, je crois que c'était l'été 2017. Donc, ça faisait à ce moment-là à peu près un an et demi que nous étions ensemble et on a été raccord sur le fait d'avoir ce désir d'enfant en même temps. Donc ça, c'était vraiment l'idéal. J'étais assez confiante, enfin en tous les cas, en fait à ce moment-là, je me suis posé absolument aucune question et mon conjoint non plus, hein. On s'est voilà, mis comme un couple lambda à essayer d'avoir un enfant naturellement. Moi j'étais sereine parce que je n'avais jamais pris de contraception, c'était un choix personnel, je n'ai jamais pris de pilule ou quoi que ce soit. J'étais du coup sereine en me disant que mon corps allait rapidement réagir, peut-être plus vite qu'une personne sous contraception. Finalement, au bout de 6-7 mois, entre 6 et 8 mois d'essais infructueux, j'ai commencé évidemment à me poser quelques questions. Mais voilà, juste des petits questionnements. Euh, mais quand même, au bout de ces 6-8 mois, je sais plus, on est allé voir mon gynécologue. C'était l'occasion pour moi de toute façon de faire ma visite et donc de lui parler de ce désir d'enfant et de cette conception qui tardait un tout petit peu, enfin bref. De là, il m'a fait passer donc au départ des prises de sang classiques, un bilan sanguin, voilà, bilan sanguin, bilan hormonal. Il n'y a rien de particulier qui est ressorti de ce bilan pour moi. Et il avait fait, il me semble aussi, un bilan sanguin à mon compagnon. Mais là, je ne sais plus si je dis vrai ou faux. Je ne sais plus. Bref, on retourne le voir donc avec les résultats. Et rien de particulier, ils ne voient rien qui ne convienne pas, quoi, qui fasse que effectivement ils se disent bah, il y a un problème physique, quoi. Rien du tout. De là, il me demande de faire une hystérosalpingographie, il me semble. Donc c'est un nom barbare pour un examen qui est un peu barbare aussi, en fait. C'est une radio des trompes. Donc vous allez chez un radiologue qui est agrémenté entre guillemets pour faire cet examen-là, qui est quand même très particulier et voilà, particulier. Donc je suis allée à un cabinet de radiologie de ville qui était vraiment juste à côté de chez moi, donc pas dans un hôpital, une clinique, mais voilà un cabinet de radio qui était agréé pour faire cet examen. L'examen, franchement, c'est très très mal passé. Donc après, je ne veux pas faire peur, je ne veux pas voilà, freiner les femmes qui vont devoir aller faire l'examen. De toute façon, si on vous le demande, il faut le faire. C'est vraiment important pour la suite. Mais c'est vrai que pour moi, ça s'est mal passé. Bon, déjà évidemment, j'y vais stressée parce que voilà, c'est une radio des trompes. Donc il y a le fait d'être vraiment pratiquement complètement nue, c'est jamais évident, même si nous en tant que femmes on a l'habitude d'aller chez le gynécologue, mais bon quand même, hein, on a une certaine pudeur. Là en plus il n'y a pas une personne, mais il y avait donc 3 personnes dans la salle, donc c'est pas forcément cool. Mais bon, la prise en charge là-bas n'a vraiment pas été bonne. J'étais accueillie par
une manipulatrice radio qui était vraiment super, super à l'écoute, très communicante, qui essayait de me détendre parce qu'elle voyait bien que j'étais quand même un peu stressée, sachant que quand je suis arrivée, donc elle m'a mis sur la table, j'étais donc nue comme un verre, pas d'oreiller, il y avait juste un, je sais pas, comme un petit chiffon et ma culotte en dessous de la tête, quoi, en dessous du chiffon qui faisait guise d'oreiller. Donc c'était vraiment vraiment très très moyen. Voilà, pour la patiente, je pense pour le confort de la patiente, c'est quand même moyen. Le médecin a mis en fait 45 minutes à arriver. Et pendant ces 45 minutes, j'étais allongée sur la table, en métal, à attendre et à discuter avec cette charmante manip. Mais bon, voilà, c'est quand même, je trouve vraiment incorrect. Le médecin est arrivé, il a à peine dit bonjour, très honnêtement. Il a été très froid, enfin l'archétype pardon, en fait, du médecin. Qui est là pour juste faire le geste et je me suis vraiment sentie comme un morceau de viande sur une table. Il n'y avait pas d'humain, il n'y avait pas de communication avec moi. Lui, il faisait et la pauvre manip radio à côté, je dis la pauvre parce qu'elle essayait de faire ce qu'elle pouvait, elle me disait en même temps ce que le médecin faisait, mais en fait il allait trop vite, il lui laissait pas le temps, il communiquait même pas avec son équipe et donc elle essayait, mais voilà, c'était compliqué. Donc pendant cet examen, on nous injecte en fait un produit de contraste à l'intérieur des trompes pour voir si une ou les deux sont bouchées. Parce qu'effectivement, si vous avez les trompes bouchées, tomber enceinte naturellement, ça va être compliqué. Pendant l'examen, c'est possible que les trompes se débouchent. En fait, au moment où ils injectent le produit de contraste, avec la pression que ça envoie, ça peut déboucher la trompe. Moi, quand il a envoyé la pression, j'ai eu extrêmement mal. Je suis un peu douillette, ça c'est vrai. Maintenant, sur tous les examens de PMA, on ne peut pas dire que j'ai été douillette. J'ai énormément pris sur moi parce qu'il y en a eu beaucoup. J'ai fait quand même pas mal de choses. Là, vraiment, j'ai eu très très mal. J'ai eu extrêmement mal parce que le produit ne passait pas. Donc en fait, il a essayé de forcer, de forcer, de forcer et le produit ne passait pas. Il me disait pardon, de me détendre, mais sur un air très ferme, enfin très autoritaire, vraiment méchant. C'était impossible que je me détende, ça se passait très très mal. Donc une première trompe ne passe pas et la seconde passe. Il conclut donc de là que la trompe droite est bouchée et que la trompe gauche ne l'est pas. Je retourne donc avec mon conjoint toujours voir mon gynécologue de ville avec les résultats de l'examen. Donc le gynécologue de ville se dit qu'effectivement j'ai une trompe de bouchée. Donc avec une trompe en moins ou une trompe de bouchée, ce n'est absolument pas impossible de tomber enceinte puisque l'autre fonctionne. Ça n'empêche pas, on peut faire un enfant avec une seule trompe, il n'y a pas de problème. Simplement, forcément, c'est un peu plus compliqué, mais c'était rien d'incroyable. Donc j'étais quand même, en fait à ce moment-là, j'étais pas contente d'avoir une trompe bouchée, mais contente d'avoir une réponse, parce qu'en fait ça faisait déjà quelques mois avec les rendez-vous chez le gynécologue, je les avais pas comme ça sur demande, donc forcément il se passait plusieurs mois après chaque rendez-vous. Donc là on en était arrivé ici, j'étais assez contente. Ensuite à ce rendez-vous-là, il nous a dit du coup, non c'était pas à ce rendez-vous-là, j'en ai eu un autre. Après ça, il y a eu d'autres examens. Oui, c'est ça. Il a quand même fait faire un spermogramme à mon conjoint, donc une analyse en fait de sperme, pour savoir si les spermatozoïdes sont en nombre suffisant, si ils n'ont pas de particularités négatives, je veux dire s'ils sont bien formés, s'ils ont ce qu'il faut, s'ils vont assez rapidement, s'ils sont bien mobiles, voilà, pour bien pouvoir dépoter et faire le chemin qu'il faut faire pour concevoir un enfant, enfin voilà. Donc il avait faire ça et après on y est retourné. Donc voilà, il se passe toujours plusieurs semaines quand même entre chaque rendez-vous. Arrivé à ce rendez-vous, là on s'est dit on va voir vraiment des réponses, on va enclencher quelque chose, il va se passer quelque chose. Ah oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'aussi entre ça, il m'a demandé de faire 3 mois de courbe de température. Donc c'est-à-dire pendant 3 mois, tous les matins avant le lever, de prendre ma température pour voir si j'avais... parce que normalement quand vous ovulez, vous avez des pics de température un petit peu avant l'ovulation. Donc comme ça ne fonctionnait pas alors qu'en fait il n'y avait rien de particulier, on n'avait pas de problème avéré, bon certes peut-être une trompe bouchée mais pas de problème, et que les examens de sperme de mon compagnon ont été très bons, il n'y avait pas de soucis. C'est vrai que mon gynécologue, je voyais bien qu'il ne comprenait pas. Donc il m'a demandé de faire ses courbes. Donc 3 mois. 3 mois,
c'est très long. Quand vous avez le projet de faire un enfant, depuis maintenant, on est arrivé à 1 an et demi à peu près, on était là. Ça faisait 1 an et demi qu'on essayait. Je peux vous dire que refaire 3 mois de température et savoir qu'on n'ira pas revoir le gynéco avant au moins ces 3 mois, c'est très très long. Là, ça commençait vraiment à... Voilà, on était impatients et moi je commençais un petit peu à en avoir marre. On l'a fait, je l'ai fait évidemment, enfin avec mon conjoint bien sûr, hein, de toute façon il n'y avait pas le choix. Et entre les deux, on était partis en vacances d'été, d'ailleurs c'était du coup les vacances d'été 2019. Donc j'avais ramené le thermomètre avec moi et j'avais continué même pendant les vacances de le faire. Donc voilà, c'est une organisation quand même à avoir. On est retourné, je crois que c'était du coup au mois de septembre 2019, voir mon gynécologue avec ses courbes de température, avec les graphiques que j'avais fait. Et moi, j'avais pas trop de pics. Enfin, de ce que moi je pouvais regarder des graphiques, il ne me paraissait pas qu'il y avait beaucoup de pics. Mais bon, je suis pas médecin. Et là, on y va vraiment content. On s'est dit qu'on a fait quand même beaucoup d'examens, que tout est en place, et puis que maintenant, il va nous donner vraiment une solution, un traitement, quelque chose. Enfin, moi, j'y allais vraiment dans cet esprit-là, et mon conjoint aussi hein, à ce moment-là. On arrive au rendez-vous, et là, ça a été très vite. Hein. Il a regardé les graphiques, le reste du dossier pour se remémorer un petit peu. Et donc il a dit non, bah, il n'y a pas de problème. Moi je suis allée au bout de ce que je pouvais faire en tant que gynécologue. Donc il va falloir que vous alliez chez un confrère. Donc là, à ce moment-là, en fait, j'ai fondu en larmes parce que pas vraiment de tristesse, mais plutôt de colère parce que on attend ce rendez-vous pendant des semaines, des mois, en nourrissant certains espoirs. C'était peut-être bête de notre part, mais je pense qu'on est tous pareils. On nourrit des espoirs, et puis là, c'est la douche froide. Au bout de 5 minutes de rendez-vous, on nous dit bah, allez voir quelqu'un d'autre. Bref. Donc il nous a dit ben, soit vous allez dans telle ville, vous irez à ce moment-là en clinique privée, soit vous allez dans une autre ville, et puis ce sera l'hôpital public. Et nous, il nous annonce juste qu'on va en PMA comme ça. Bon, bah vous choisissez le public ou le privé, quoi. Donc du coup, on a fait le choix. On a fait le choix d'aller dans le public, pas parce que c'est public ou privé, c'était pas vraiment ça. C'est plus par rapport à la localisation de l'hôpital qui était plus près de chez nous. Et donc c'était une question simplement purement pratique. Soit dit en passant, je regrette pas du tout notre choix parce que là on est suivi, on est très bien suivi par vraiment une médecin qui est plus que compétente et avec qui ça se passe très bien. On a toujours accroché. C'est pas du tout la même prise en charge que le gynécologue de ville et ça fait vraiment, vraiment du bien. Donc très bon choix, pas de problème. Donc après tout ça, nous voilà arrivés finalement en février 2020 où on a notre premier rendez-vous en PMA. Donc voilà, mars 2018, février 2020. Hein. Donc ça fait quand même presque 2 ans d'attente pour rentrer en PMA. Pratiquement 2 ans. Arrivé en février 2020, on fait donc notre rendez-vous avec mon conjoint et moi-même. Et là, donc la gynécologue nous explique, enfin reprend tout notre dossier. D'abord, on est allé avec tous nos examens. Alors surtout moi, parce que mon conjoint, il y avait le spermogramme et une analyse de sang, je crois, ou peut-être 2 spermogrammes, il en avait fait peut-être 2. Et puis moi, mon dossier est assez épais parce que c'est beaucoup de prises de sang, plus la radio des trompes, et ça fait quand même pas mal. Donc elle reprend tout ça, elle nous prescrit quand même un bilan sanguin. Je ne sais plus si elle a prescrit un spermogramme ou pas à mon conjoint parce que s'il était de plus de 6 mois, il fallait le refaire, donc je pense qu'elle en a represcrit un quand même, il me semble. Et elle me represcrit l'examen des trompes. Donc là j'ai tiré la gueule et je lui demande pourquoi parce que je comprends pas. Enfin, je l'ai fait une fois, honnêtement ça s'est très mal passé, ça m'a fait très très mal. J'ai pas du tout envie de le refaire. Donc elle me dit qu'elle comprend très bien mes réticences, que voilà, elle sait très bien que c'est un examen qui est quand même assez difficile, mais qu'elle veut me l'envoyer faire à un certain hôpital. Elle veut que j'aille à cet hôpital-là et pas ailleurs pour pouvoir le faire parce que là-bas, elle connaît l'équipe, elle connaît les soignants, elle connaît la prise en charge. Et donc, elle fait confiance tout simplement à cette équipe médicale-là. Et en fait, elle m'explique que lors de cet examen-là, si vraiment on est trop stressé, on est crispé. Et qu'en se crispant, ça se peut que du coup, le produit ne passe pas. Donc, certainement que le médecin m'a dit que j'ai une trompe bouchée, alors que peut-être c'est pas le cas.
Elle veut juste s'assurer de ça parce que forcément la prise en charge va être différente si j'ai une trompe ou si j'en ai deux. Ça peut quand même faire varier les choses. De toute façon, encore une fois, et c'est vraiment ce qui va revenir souvent dans ces vidéos-là, c'est que j'ai pas le choix, que mon compagnon n'a pas le choix, qu'en fait voilà, on n'a pas le choix. Si on veut avancer et réussir notre projet de vie, avoir des enfants ensemble, et c'est ce qu'on attend tellement, on doit faire les choses médicalement qu'on nous demande de faire. Point. Donc voilà, hein, un peu à reculons, je vais à l'hôpital qu'elle m'a conseillé pour faire l'examen en question. Et là-bas, effectivement, la prise en charge n'a rien à voir. Mais déjà, dès le démarrage, en fait. Dès le bonjour de l'équipe, ça n'a rien à voir. On me donne une blouse, chose que je n'avais pas au cabinet de radiologie. C'est-à-dire que là, au moins, je suis pas juste complètement nue comme un verre, soumise au regard de tout le monde. Je peux quand même protéger un petit peu ma pudeur, hein, et ça fait quand même plaisir. Ils mettent de la musique aussi pour détendre la patiente. Donc ça c'est vraiment, ça paraît rien en fait, mais ça change beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Et donc il y a une personne qui fait l'examen, une personne donc à la radio, une manip radio, et il y a une personne qui est au niveau de mon épaule tout le temps de l'examen, qui me fait des papouilles sur le bras pour me détendre, dans les cheveux, qui me parle, qui me relaxe, et voilà. Et ça change absolument tout. Donc je peux pas dire que la seconde fois je n'ai pas eu mal, j'ai eu mal quand même, ça fait, je sais pas décrire cette douleur, c'est vraiment comme si on vient de vous mettre un coup de poing dans le bas-ventre et c'est la douleur juste après le coup de poing, c'est pas la douleur de l'impact, mais c'est la douleur que ça laisserait un petit peu après, je pense que je pourrais vraiment le décrire comme ça. Donc l'examen se passe plutôt vraiment très bien, donc oui j'ai eu mal, mais beaucoup moins que la première fois et j'étais détendue de manière vraiment différente. Et là j'entends que ça passe à droite, ça passe à gauche. Donc en fait je n'ai pas de trompe bouchée. Donc sur la table en fait, moi je me suis mise à rigoler, à me dire wouhou, j'ai pas les trompes bouchées, c'est génial. Et du coup toute l'équipe s'est mise à applaudir et à rigoler. Enfin voilà, ça c'était vraiment super. Au moins on a fini le rendez-vous là-dessus. Je suis repartie avec mon examen et j'étais très heureuse parce que je me dis en fait j'ai deux trompes. Donc sur le coup, je suis super contente. Mais en fait, le contre-coup de ça, ça a été de me dire, mais moi je n'ai pas de soucis, mes examens de sang ne révèlent rien, je n'ai pas de trompe bouchée, j'ai un utérus, mon conjoint a un sperme qui ne présente aucune anomalie, pas de problème. Pourquoi ça fait 2 ans qu'on est en train d'essayer de faire un enfant et que ça marche pas en fait? Vous voyez, c'est toujours la balance. En PMA, les émotions, elles montent, elles descendent tout le temps. Et là, c'était vraiment ça, c'est de me dire pourquoi je me retrouve en PMA s'il n'y a rien, quoi. Bref. De là, il fallait que je retourne la voir, il me semble. Oui, fatalement, mais je ne sais plus quand est-ce que c'était. Bref, en tout cas, je suis retournée la voir. Je crois que c'était toute seule ce coup-là que mon conjoint travaillait, je ne sais plus. Avec ça, donc voilà, trompe pas bouchée. Par contre, elle, ce qu'elle avait pu remarquer à travers tous les examens que j'avais pu faire avant et les dernières prises de sang que j'avais fait, c'est que j'ai le souci des ovaires polykystiques. Donc enfin, on a pu mettre, mettre le doigt vraiment sur le souci. Donc c'est un souci qui est très très répandu chez beaucoup de femmes. Et c'est un problème d'ovulation. Ça n'a rien à voir avec des kystes, hein. J'ai pas des kystes plein les ovaires, pas du tout. C'est un problème d'ovulation. En fin de compte, mes ovaires produisent trop de follicules, plus qu'une femme normale, en tout cas. Et ce qui fait que mon corps n'arrive pas, ou en tout cas très mal à ovuler de lui-même, parce qu'il y a trop à faire, ça demande trop, et du coup, je n'ovule pas ou très très peu. Et c'est d'ailleurs ce que les courbes de température avaient pu aussi mettre en évidence, parce que je me rendais bien compte sur les 3 mois que j'avais pratiquement pas de variation vraiment importante de température, ce qui laissait porter à croire qu'effectivement j'avais souci d'ovulation. Et j'avais déjà fait aussi des tests d'ovulation qu'on achète là en pharmacie, comme des tests de grossesse, mais pour savoir quand on ovule. Et à chaque fois que j'en avais fait un, j'en avais fait plusieurs, sur plusieurs mois, ils étaient toujours négatifs. Je crois que j'avais eu un petit qui me semblait positif un jour, mais voilà. Donc j'apprends maintenant, au bout de plus de 2 ans, qu'en fait je n'ovule pratiquement jamais. Voilà, donc effectivement, ça paraît très difficile de pouvoir faire un enfant quand on ovule très très mal à ce point-là.
Et là, je le comprends. Et ça induit aussi le fait que j'ai des cycles qui sont plutôt irréguliers. Alors, j'ai assez de chance là-dessus parce que j'ai quand même un cycle par mois. Sur ça, j'ai pas de problème, j'en saute pas. Très rare. Mais je ne suis pas complètement bien réglée. C'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment se décaler d'un mois sur l'autre. C'est-à-dire que ça peut arriver 7 jours avant. Ou alors, par rapport à la date prévue, ça peut avoir 10 jours de retard. Ça peut vraiment varier comme ça. Je fais des petits cycles, des gros cycles, des moyens cycles, tout ce que vous voulez. Bref, donc là, ben, plutôt, voilà, ça remet un coup de boost en fait parce qu'on sait pourquoi on est là et maintenant qu'on a identifié le souci, on peut proposer, enfin on peut se voir proposer la solution adéquate et vraiment rendre en fin de compte le projet bébé concret. Là, on se dit qu'on touche vraiment à quelque chose. Donc, arrivé là, j'avais repris rendez-vous pour le mois, je crois que c'était avril 2020. Donc entre les deux, il y a eu le confinement au mois de mars. Moi, je pense qu'on avait le prochain rendez-vous en PMA au mois de mai. Et que là, au moment où je vous parle, on est arrivé à peu près au mois de mars, au moment du gros confinement 2020. Donc, on est confiné, donc mon conjoint arrête de travailler, du coup, et moi, à ce moment-là, j'étais en recherche d'emploi. Donc voilà, on se retrouve confinés tous les deux, tranquillou, à la maison. Franchement, ça faisait plutôt du bien, honnêtement, je l'ai pas mal vécu, le premier en tout cas. Bref. Et puis, donc voilà, on décide de s'occuper, de penser un petit peu à autre chose, de se sortir un petit peu de l'esprit, la PMA, etc. On a fait pas mal de choses à la maison, on a fait le jardin, etc. Vraiment, je pense que c'est important aussi de voilà, s'aérer l'esprit avec d'autres choses parce qu'on est... Bah, enfin, moi je sais que j'y pense très souvent à ce projet bébé. Il y a des moments où j'y pensais tout le temps, des moments après je me relâchais complètement et je n'y pensais plus parce que voilà, au bout d'un moment c'est prise de tête. Là, ce confinement-là, franchement, c'était l'occasion de souffler, honnêtement de souffler. Arrive le mois donc d'avril où j'attends donc mon cycle. Et là, bon, j'ai du retard, mais pour moi, le retard, ça veut rien dire parce que comme mes cycles, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, ne sont pas les mêmes à chaque mois, considérer que j'ai du retard, c'est difficile à maîtriser en fait, afin de savoir est-ce que c'est du retard ou pas. Donc ça ne me fait rien. Et puis, à passer la semaine de retard, à passer 8 jours, 9 jours, je commence vraiment à me poser la question. Est-ce qu'un miracle se serait produit? Et avec mon compagnon, effectivement, on se pose la question. Donc oui. Donc au bout de 9 jours de retard, je me décide quand même à aller, sans le dire à mon conjoint, parce que auquel cas je voudrais lui faire une surprise, prendre un test de grossesse en pharmacie pour savoir si oui ou si non je suis finalement enceinte. Arrivé à la maison, en fait, il m'a capté direct que j'étais allée chercher un test, hein, parce que il me connaît par cœur. Et donc je lui dis qu'effectivement, oui, donc je le fais, il le sait que je vais le faire, quoi. Je fais le test de grossesse et là, euh, vraiment, dès que j'ai commencé à uriner sur le test, ça s'est révélé positif, mais de suite. C'était super clair. Et en fait, j'ai tellement halluciné que je suis quand même restée 3 minutes à fixer ce bout de plastique là qui me disait que oui, parce que je me suis dit ça va virer de l'autre côté, enfin c'est impossible en fait. Quand ça fait plus de 2 ans que vous essayez d'avoir un enfant et que vous n'y arrivez pas et que rien ne fonctionne et que voilà, vous mettez de temps à réaliser que quand c'est arrivé parce qu'on s'est toujours dit que le jour où ça arrivera sera du jour au lendemain et voilà. Mais c'est vrai qu'une fois que c'est là, il y a un petit temps pour vraiment se rendre compte, quoi. Donc là, ça a été vraiment la joie. C'était de la joie pure, quoi. Avec mon compagnon, on était tellement contents. Bon, lui, il attendait que je fasse la prise de sang pour quand même s'assurer de la grossesse, mais moi, j'étais quand même, j'étais sûre et convaincue. Plein de choses se sont mises en place sur le fait que j'ai eu des signaux qui, je pensais, étaient des signaux d'arrivée de règles et en fait, pas du tout. Donc, notamment le bas-ventre qui tiraillait, mal au sein, mais vraiment mal au sein, enfin, c'est un très très sensible, enfin, plein d'autres choses, de la fatigue, etc. Et je n'avais absolument pas fait le possible lien entre symptômes et grossesse, quoi. Donc ça a été la joie, ça a vraiment été l'extase. Les semaines qui ont suivi, c'était génial parce que
Voilà, on était heureux, mais de manière simple en fait. Du bonheur simple et du bonheur pur. Chaque jour, un petit bonheur. Et voilà, on savourait vraiment cette chance parce qu'on savait déjà à l'époque que c'était une chance. On avait pleinement conscience. Donc voilà, des semaines super géniales. Depuis le début donc de la grossesse, j'avais quand même eu plusieurs fois des pertes de sang. Donc pas incroyable, hein, pas des règles, rien du tout, quelques gouttes, voilà, vraiment des quantités faibles, mais j'en avais quand même. Donc au début j'étais vraiment pas stressée parce que je savais très bien qu'enceinte, surtout le premier trimestre, on pouvait avoir des pertes de sang, donc je ne m'étais pas fait une montagne. Je voulais pas être la nana qui stresse pour un oui, pour un non, qui ne vit plus, qui voilà. J'étais concernée mais pas stressée. Donc, arrivé, je ne sais plus, j'ai fait une écho de datation à 5 semaines, je crois. 5 semaines. Donc, avec ma gynécologue de PMA, parce qu'en fait, entre-temps, elle m'avait rappelé pour annuler le rendez-vous, parce qu'au moment du confinement, tout avait été stoppé. Et je lui avais dit, bah écoutez, de toute façon, j'aurais annulé puisque je suis enceinte. Donc, je lui avais dit au téléphone quelques temps avant. Donc à ce moment-là, elle m'avait dit, bah écoutez, je pourrais plus vous suivre. Par contre, la première écho de datation, je vais vous la faire. Comme ça, voilà, on termine là-dessus. Et après, elle m'aurait dirigée vers ses collègues, toujours dans le même hôpital. Donc je fais l'écho de natation. Par contre, l'écho de natation, ça a été assez difficile parce que j'ai dû la faire toute seule. Parce qu'on était à ce moment-là en plein Covid. Et que c'était en avril, je crois, en mai. Non, c'était en mai, c'était début mai que je l'ai faite. À ce moment-là, les accompagnants n'étaient plus autorisés, les services étaient fermés, enfin, ça rigolait vraiment pas. Et du coup, mon conjoint n'a pas pu venir, il a dû m'attendre dans la voiture dehors. Et ça, vraiment, je trouve bah, que, que c'est dégueulasse en fait. Enfin, parce que sur le coup, je comprenais, hein, il y a un an, je comprenais pourquoi on faisait ça, pourquoi on limitait le nombre de personnes, etc. Mais enfin voilà, faut se remettre en tête qu'on l'a attendu pendant plus de 2 ans et maintenant que c'était là, lui il ne pouvait même pas m'accompagner pour le voir pour la première fois. Donc c'était un peu dur. Donc je crois que c'était effectivement à 5 semaines où j'ai pu faire mon échographie. Donc c'était au mois de mai, il faisait beau dans la salle, c'était lumineux, c'était cool. Vraiment une belle journée, je m'en rappellerai toujours. C'était une échographie intra-utérine forcément, parce que c'était le tout début de grossesse, donc si vous le mettez sur le ventre, vous n'y verrez rien. Donc ça se fait par le vagin. J'ai pu le voir, voilà, voir un autre enfant. Alors ça ressemblait, ça n'avait pas encore de forme, hein, bien évidemment, c'était un embryon. Mais et ce qui m'avait énormément émue et vraiment surprise, c'est que son cœur battait déjà, on ne pouvait pas l'entendre, mais on voyait très bien un petit point blanc qui allait assez vite. Et elle m'avait expliqué, donc ma médecin, que c'était son cœur. Donc franchement ce jour-là, c'était vraiment génial, au top. Un très beau moment, je suis ressortie, j'ai montré l'échographie dans la voiture à mon chéri en lui disant bah voilà, c'est ton enfant, c'est notre enfant, c'est notre bébé. Et c'était juste du bonheur pur. Donc voilà, le mois de mai s'est poursuivi. J'étais épanouie comme j'avais jamais été épanouie mais de ma vie. En plus à ce moment-là, bah, je travaillais pas donc j'avais vraiment le temps voilà, d'être à la maison, de profiter, etc. C'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Et ça a annoncé un beau début de grossesse. Donc voilà. Le mois de mai se passe, le mois de juin arrive et j'avais une écho qui était prévue le 26 juin 2020. Donc arrivé au mois de juin, j'étais presque à 7 semaines de grossesse. Non, j'avais dépassé les 7 semaines, donc j'étais sur presque 2 mois. Arrivé donc au 4 juin, qui est donc l'anniversaire de rencontre de notre couple, donc à moi et mon compagnon. Donc le 4 juin, nous fêtons nos 4 ans. Le jour de nos 4 ans, c'était donc un jeudi, il était au travail le matin et moi je me suis réveillée pas bien. Pas bien dans le sens mentalement pas bien. Pourquoi? J'en sais rien. Mais ça n'allait pas. Je suis allée me peser parce que je m'étais mise à commencer à me peser quand même pour voir un peu l'évolution par rapport à la grossesse, pour surveiller quand même ça. Et en me pesant, j'avais perdu 700 grammes, sachant que j'avais pris 1 kg depuis le début. Donc j'avais perdu 700 grammes, ce qui est juste énorme, et en l'espace de 48 heures.
Donc déjà que j'étais mal, là j'étais plus que mal. Je suis allée aux toilettes et j'ai reperdu du sang. Je dis reperdu parce que ça m'était déjà arrivé. Là j'en ai perdu, j'en ai peut-être perdu un peu plus, franchement je peux pas dire. Mais en tout cas voilà, c'était l'enchaînement quoi. Donc le jeudi matin débute. Euh, je crois que je l'ai appelé. J'ai appelé Julien, donc mon compagnon, pour lui dire que ça n'allait pas, en plus j'avais perdu du sang, que ça allait pas très bien. Enfin, je ne comprenais pas. J'étais stressée en fait, je savais pas quoi faire. Donc lui, ben, il était au travail, il pouvait pas faire grand chose malheureusement. En plus, le jeudi c'était sa pire journée de boulot, la plus chargée à l'époque. Donc voilà, je pense qu'on s'est mis d'accord sur le fait que j'appelle mon médecin et puis on verra bien ce que ça dit. Donc j'appelle le service de PMA pour avoir mon médecin. Elle me rappelle dans la demi-heure parce que je peux jamais vraiment l'avoir en direct. Il y a toujours le secrétariat, bien sûr, mais elle rappelle très vite. Donc je lui explique et elle me dit que. En fait, c'est pas ça. J'avais dit plutôt, j'avais rendez-vous le 26 juin pour une écho, mais non. Je devais déjà revenir la voir elle avant et après j'avais eu l'écho du premier trimestre le 26 juin chez un autre gynéco de ville. Donc j'avais rendez-vous avec elle au mois de juin, je sais plus, avant le 10 en tout cas. Ça c'est sûr. Et donc là on était les 4 et ça n'allait pas. Donc elle m'avait dit on va avancer votre rendez-vous, venez demain à 11h. Donc ok super, comme ça j'y vais le 5 à 11h. Au moins on refera une écho et on verra bien s'il y a lieu de s'inquiéter ou pas. Le jeudi matin se passe, moi quand je suis stressée, que je suis pas bien, je fais à manger, enfin bref. Je fais mon truc, mon chéri prend des nouvelles régulièrement. Je dis que bon voilà, ça va, mais je suis pas très bien. Le jeudi se passe, il rentre dans l'après-midi et il se met en route pour aller nous chercher de quoi faire voilà, notre petit apéro dès 4 ans, un petit peu à grignoter, enfin voilà, se marquer le coup quand même pour notre anniversaire de rencontre. Moi, à ce moment-là, je suis retournée aux toilettes et là, j'ai perdu pas du sang, mais j'ai perdu vraiment un caillot de sang. C'est-à-dire que déjà, je l'ai senti passer et je l'ai entendu tomber dans la cuvette. Donc de stress et de, je sais pas, un réflexe animal, j'ai vraiment mis ma main dans la cuvette pour rechercher le caillot et le regarder parce que je me suis dit j'ai perdu mon bébé en fait. Je l'ai perdu. Là, il est tombé dans mes toilettes quoi. Donc il rentre super content et voilà, moi je lui dis écoute, je veux pas te faire stresser ou quoi, mais j'ai perdu un caillot quand je suis allée aux toilettes. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond. Donc en fait, ça je l'ai su qu'après, mais il a regardé sur internet et il m'a dit écoute, on va aux urgences, on va à l'hôpital. Donc voilà, c'est nos 4 ans et nous voici partis aux urgences maternité de l'hôpital dans lequel je suis suivie avec Julien pour la PMA. Arrivé aux urgences maternité, il n'a pas le droit de rentrer avec moi parce qu'on est en période de Covid. Donc, je me retrouve toute seule dans la salle d'attente des urgences et lui dehors, comme un chien, en fait, en train de m'attendre. C'était des portes vitrées, donc on pouvait quand même se voir, heureusement. Et on s'échangeait des SMS 10 à la minute, quoi. Enfin voilà, parce que le stress, parce que l'attente, parce que voilà. Et en fait, il s'est avéré ce jour-là qu'on a eu complètement raison d'être inquiet. Parce que finalement, j'avais fait une fausse couche. Enfin, j'étais en train de faire la fausse couche. C'est-à-dire qu'elle n'était pas faite. Je n'ai pas perdu notre bébé, mais c'était terminé. La grossesse était terminée. Donc voilà, il n'y avait plus rien à dire. Et c'était voilà, terminé à 7 semaines et demie, voilà, presque 2 mois. Il n'y avait plus de bébé. Donc voilà, en être arrivé là, attendre 2 ans, plus de 2 ans, tomber enceinte vraiment par miracle parce que c'était pour le coup c'était du hasard, c'était un majestueux hasard en fait et finalement
ben on l'a perdu. Après, là-dessus, j'ai pris quand même beaucoup de recul. Maintenant, ça, là, à l'heure où je parle, on est au mois de mars 2021. Ça, c'est arrivé au mois de juin 2020. Donc, il s'est quand même passé du temps. J'ai pu relativiser, vraiment réfléchir, prendre du recul. Donc, ça reste une blessure, c'est clair. Ça reste une amertume énorme. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus pour la première vidéo parce que je pense qu'elle va déjà être très longue, donc je veux pas non plus que ce soit lourd. Je pense que je ferai de toute façon une vidéo sur la fausse couche pour vous l'expliquer vraiment en détail, c'est-à-dire voilà, sur comment ça s'est passé, la prise en charge, etc. Donc je pense que je ferai voilà, une vidéo sur la fausse couche et je vous ferai ensuite, j'ai encore 2-3 vidéos à faire sur le parcours de PMA parce que pour l'instant je vous ai pas expliqué grand chose, mais on a enclenché beaucoup de choses de traitement et de démarche. Aujourd'hui on est en pleine attente de résultats d'ailleurs à l'heure où je filme. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous répondre à des questions que vous pouvez vous poser. S'il y a des choses que j'ai pas dit ou que j'ai pas été claire ou sur lesquelles j'ai pas été claire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à partager votre expérience. En tous les cas, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la PMA, voilà, sur tout ça,